Bonjour, on va voir aujourd'hui les aspects anatomo et cytopathologiques des infections, mais on va insister surtout sur les différentes formes de l'inflammation spécifique, surtout d'origine infectieuse. Il faut savoir que dans certains cas, l'examen anatomopathologique peut orienter le clinicien vers la cause de l'inflammation. C'est le cas surtout des inflammations granulomateuses et les inflammations où l'agent pathogène est mis en évidence par l'examen histologique des tissus. C'est le cas surtout des inflammations virales, bactériennes, parasitaires, etc. Donc ces inflammations sont dites spécifiques. Cependant, cette notion de spécificité reste toujours relative car parfois on ne sera pas capable de dire quel est l'agent agresseur responsable de la réaction inflammatoire, mais plutôt on va orienter vers un groupe de causes qu'il faut aller chercher. On passe maintenant aux différentes formes étiologiques de l'inflammation. Il faut savoir qu'il existe deux grands groupes d'inflammation. On a les inflammations d'origine infectieuse et d'origine non infectieuse. Les inflammations infectieuses englobent les inflammations bactériennes, mycosiques, parasitaires et virales. Et le groupe des inflammations non infectieuses, les causes sont diverses. On commence par les inflammations d'origine infectieuse. Le premier groupe, c'est l'inflammation d'origine bactérienne. Il faut savoir que ces inflammations bactériennes sont souvent non spécifiques, avec un tableau classique d'inflammation aiguë, avec des réactions vasculo-sanguines prédominantes, avec des polynucléaires neutrophiles et parfois des lymphocytes en cas de passage à la chronicité. Dans ce cas, il n'y a pas de caractéristiques qui permettent de dire quelle est la bactérie responsable de l'inflammation. Il faut savoir qu'il existe plusieurs groupes de bactéries qui sont responsables de réactions inflammatoires variables. On a les bactéries pyogènes qui sont responsables donc du pus et secondairement de nécrose suppurée. On donne l'exemple du staphylocoque. On a des bactéries qui sécrètent des toxines qui sont très toxiques et destructrices des cellules et des tissus, réalisant donc des nécroses tissulaires extensives. C'est le cas des bactéries gram négatives. Et enfin, on a le groupe des bactéries responsables de l'inflammation granulomateuse. Ce sont surtout les mycobactéries. On va donner deux exemples. On a le Mycobacterium tuberculosis, appelé également bacille de corps, responsable de la tuberculose, et le Mycobacterium leprae, responsable de la lèpre. On va commencer par la tuberculose. Donc, sur le plan histologique, la tuberculose, elle est faite de granulomes épithélio-gigontocellulaires qui peuvent être purs, c'est-à-dire sans nécrose, ou également centrés par la nécrose, par la nécrose qui est de type caseeux au cours de la tuberculose. Donc, cette nécrose caseuse, elle réalise macroscopiquement l'aspect d'une substance blanc grisâtre, molle. Sur le plan histologique, comme vous le voyez sur cette image, la nécrose caseuse, elle est d'aspect homogène, éosinophile, aniste, c'est-à-dire sans cellules, acellulaire et d'aspect granuleux. Les cellules géantes sont souvent de type Langhans au cours de la tuberculose. Voici un deuxième aspect d'une tuberculose avec
la formation, comme vous le voyez, de granulomes tuberculoïdes de taille variable. Les cellules épithélioïdes sont éosinophiles, avec, comme vous le voyez au centre, cette masse nécrotique éosinophile, homogène et aniste, c'est la nécrose caseilleuse. Et en bas, vous voyez l'aspect d'une cellule géante de type Langhans, où les noyaux sont de disposition périphérique, réalisant l'aspect d'une couronne. Le deuxième exemple de l'inflammation d'origine bactérienne, c'est la lèpre. Donc, dans sa forme tuberculoïde, la lèpre est caractérisée par des granulomes épithélioïdes nodulaires qui siègent au niveau du derme et des nerfs. Comme vous le voyez sur ces images, on a des granulomes de taille variable, plus ou moins confluents, qui sont faits de cellules épithélioïdes parsemées de cellules géantes multinucléées. Ici, on a absence de nécrose. Le troisième exemple de l'inflammation d'origine bactérienne, c'est syphilis. Dans sa forme tertiaire, elle donne des lésions granulomateuses avec des masses nécrotiques extensives. Comme vous le voyez sur ces images, on a en bas l'aspect du granulome avec des cellules épithélioïdes, des cellules géantes de type Langhans, et en haut, ces plages de nécrose massives parsemées de débris cellulaires. Un autre exemple d'inflammation bactérienne, c'est la maladie des grippes du chat. Donc, qui se caractérise par des granulomes centrés par du pus. Ce sont des granulomes pio-épithélioïdes. Ces granulomes siègent dans les ganglions satellites de la greffure. Donc, vous le voyez, ce granulome qui est bien limité, constitué de cellules épithélioïdes, est centré par le pus, comme vous le voyez au centre, qui est fait de polynucléaires altérés associés à des débris cellulaires. On passe maintenant aux inflammations d'origine mycosique ou les mycoses. Ce sont des infestations des tissus par des champignons microscopiques. Donc, ces champignons sont parfois visibles sur les colorations standards, mais ce sont surtout des colorations spéciales qui permettent la visualisation de ces champignons. Les colorations les plus utilisées au cours des mycoses, c'est la PAS et la coloration de Groscott. Sur le plan morphologique, les champignons peuvent se présenter soit sous forme de filaments, appelés mycéliums, qui peuvent être cloisonnés ou ramifiés. On peut avoir également des champignons sous forme de levure ou l'association des deux formes. La réaction inflammatoire secondaire à ces champignons, elle est également polymorphe. Elle peut être de type abcédé, c'est-à-dire réalisant une inflammation purulente, ou également elle peut donner une réaction inflammatoire à corps étranger, ou il faut savoir que l'inflammation virale est à l'origine d'une réaction inflammatoire dont la gravité est fonction, premièrement, de la virulence du virus, c'est-à-dire son pouvoir pathogène sur les cellules et les tissus, et deuxièmement, en fonction de la réponse immunitaire de la personne infectée. Donc, c'est-à-dire en fonction de l'importance de la réponse immunitaire. Les lésions pourront être plus ou moins graves si on a peu de réponse immunitaire. Donc, on aura une infection latente, persistante, pouvant durer plusieurs années et se réactivant beaucoup plus tard. Sur le plan morphologique, il faut savoir qu'à côté de la réaction inflammatoire tissulaire,
il existe des aspects morphologiques plus ou moins caractéristiques des cellules infectées par le virus. Donc, il y a généralement 6 aspects à connaître. Premièrement, on n'a aucune modification morphologique. Dans ce cas, c'est-à-dire aucune modification morphologique des cellules infectées. Dans ce cas, le diagnostic de l'inflammation virale se fait soit par la mise en évidence de certaines protéines virales par technique immunohistochimique, qui utilisent des anticorps dirigés contre des antigènes viraux, soit également par la mise en évidence du matériel génétique viral par l'hybridation in situ. Le deuxième aspect, ce sont les inclusions virales cytoplasmiques ou nucléaires. Ces inclusions sont très caractéristiques des inflammations virales. C'est quoi une inclusion? Donc, c'est un agglomérat de protéines virales associées à quelques protéines de la cellule infectée. Donc, prenons l'exemple ici comme vous voyez en haut, c'est l'aspect d'une hépatite B. Vous voyez ces aspects d'hépatocytes dans le cytoplasme est comblé par cette vacuole éosinophile qui repousse le noyau en périphérie, réalisant ce qu'on appelle l'aspect d'un hépatocyte en verre dépoli. En bas, c'est un aspect d'une inclusion intranucléaire. Vous voyez cette inclusion foncée à l'intérieur du noyau au cours de l'herpès. Un autre aspect morphologique des cellules infectées par les virus, c'est la ballonisation de la cellule. Donc la cellule, elle augmente de taille avec un cytoplasme qui devient pâle, clarifié, secondaire au remplissage du réticulum endoplasmique par du lot. Cet aspect de ballonisation n'est pas vraiment spécifique. Par exemple, au cours des hépatites, on peut avoir la ballonisation des hépatocytes dans n'importe quelle cause d'hépatite. Exemple des hépatites médicamenteuses ou autres. Un autre aspect morphologique des cellules infectées par les virus, c'est l'apoptose. Elle est également non spécifique. Comme vous le voyez ici sur ces images, ces petits hépatocytes foncés, colorés en éosinophile foncé, avec un noyau qui est pycnotique. Ce sont des hépatocytes en apoptose. Un autre aspect morphologique caractéristique des infections virales, c'est l'anomalie de multiplication cellulaire, réalisant des cellules géantes multinucléées, mais il faut différencier cet aspect de cellules géantes multinucléées des cellules géantes des granulomes épithélio-gigantocellulaires. Ici, la cellule infectée, elle présente des troubles de la multiplication cellulaire. Donc, on aura une division nucléaire sans division cytoplasmique. Voici un exemple que vous voyez sur cette image d'une cellule épithéliale bronchique multinucléée. Vous voyez, elle est de forme irrégulière avec un cytoplasme abondant et eosinophile et contenant plusieurs noyaux à l'intérieur. Toujours parmi les aspects morphologiques des inflammations virales, on a l'hyperplasie qui se définit par l'augmentation de la multiplication cellulaire, réalisant une augmentation de la masse cellulaire, donc ce qui se traduit cliniquement par des tumeurs, souvent bénignes. Prenons l'exemple du papillomavirus qui donne des verrues plantaires, c'est-à-dire une hyperplasie de l'épiderme. Sur cette image, vous voyez où l'épithélium malpighien, désigné par la flèche, qui se continue
par cette énorme masse bourgeonnante. C'est un épiderme hyperplasique, mais sans atypie cytonucléaire, c'est-à-dire les cellules sont régulières, mais renferment quelques koïlocytes qui sont caractéristiques de cette inflammation virale. Donc c'est une tumeur parfaitement bénigne. Toujours parmi les aspects morphologiques des inflammations virales, on a la transformation maligne. Cette dégénérescence maligne, elle est secondaire à l'intégration du matériel génétique viral au matériel de la cellule infectée. Donc, ce qui engendre des troubles de la multiplication et de la prolifération cellulaire qui devient anarchique, sans régulation, et en conséquence, on a des formations tumorales malignes au cancer. Vous voyez cet exemple d'un cancer du col utérin secondaire à une inflammation par papillomavirus. On a une hyperplasie importante de l'épiderme, de l'épithélium de surface avec présence d'anomalies cytonucléaires marquées. On a terminé pour les inflammations d'origine infectieuse. On passe maintenant au groupe d'inflammations d'origine non infectieuse. On va prendre quelques exemples. On commence par la sarcoïdose, qui est une maladie systémique d'étiologie encore inconnue. Donc l'atteinte, elle peut être parfois multiviscérale, mais c'est surtout la localisation médiastino-pulmonaire qui est très fréquente. Cette atteinte est caractérisée par une localisation pulmonaire avec des adénopathies hilaires bilatérales. Sur le plan morphologique, la sarcoïdose réalise des granulomes épithéliogigantocellulaires. Ces granulomes sont généralement de petite taille, bien limités, plus ou moins confluents. Souvent sans nécrose, mais parfois on peut trouver un petit foyer central de nécrose fibrinoïde. On peut avoir également une couronne lymphocytaire périphérique. Fréquemment, ces granulomes sarcoïdosiques sont entourés par la fibrose. Les cellules géantes sont représentées essentiellement par les cellules de Langhans avec des inclusions à type de corps astéroïde et corps de Schumann. Voici des aspects microscopiques de sarcoïdose. En haut, c'est au faible grossissement, donc on note de nombreux granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires qui sont souvent de petite taille, bien limités, avec une confluence des granulomes, comme vous le voyez ici au centre. En bas, au plus fort grossissement, c'est toujours un granulome sarcoïdosique qui est fait de cellules épithélioïdes et des cellules géantes, avec ce petit foyer de nécrose fibrinoïde centrale, caractéristique de la sarcoïdose. Un autre exemple d'inflammation d'origine non infectieuse, c'est le granulome à corps étranger. Donc, ce corps étranger peut être exogène ou endogène. Quelques exemples de corps étrangers exogènes, on cite les fils de suture, le talc, des œufs de parasites. Concernant les corps étrangers endogènes, on a par exemple les cristaux de cholestérol et les plaques d'athérome, etc. Sur le plan microscopique, le granulome à corps étranger, il est très riche en histiocytes et en cellules géantes de type Langhans. Donc, comme vous le voyez sur l'image, le granulome est riche en macrophages et en cellules géantes qui englobent le corps étranger. Ici, il s'agit de cristaux de cholestérol qui sont englobés
comme vous le voyez, par des cellules géantes multinucléées de type Muller, pardon, pas Langhans, c'est de type Muller. On reste toujours dans l'aspect microscopique du granulome macro-étranger. Parfois, comme vous le voyez sur cette image, on note une birefringence en lumière polarisée. Vous voyez ces aspects ce sont normalement des fils de suture qui sont d'aspect lumineux, c'est-à-dire c'est ça la birefringence, qui se voit en lumière polarisée. Il faut savoir qu'on n'aura jamais de guérison ou de régression de l'inflammation. C'est le corps étranger est non résorbable ou non éliminé. Toujours parmi les exemples des inflammations non infectieuses, on cite le nodule rhumatoïde qui se voit dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc le siège électif, c'est la synoviale. Le granulome est souvent centré par de la nécrose fibrinoïde, comme vous voyez sur cette photo. Cette masse éosinophile centrale homogène avec des cellules épithélioïdes qui réalisent une palissade tout autour de la nécrose fibrinoïde. Parfois, on a des éléments lymphoplasmocytaires associés. Toujours parmi les exemples des inflammations non infectieuses, on a la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif, donc d'étiologie inconnue. Sur le plan histologique, donc comme vous le voyez, le granulome épithélioïde, il est souvent de petite taille, siège essentiellement au niveau de la sous-muqueuse des parois digestives. Comme vous le voyez sur l'image, il est fait essentiellement de cellules épithélioïdes avec parfois des cellules géantes de type Langhans éparpillées. Et c'est terminé. Merci.